Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, pourquoi les secrets de famille peuvent ronger des vies, au présent mais aussi de génération en génération. Comment s'en libérer? On va poser ces questions à Chantal Motto, elle est l'invitée du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, on réveille notre culture générale cette semaine sur l'actualité internationale. Question du jour, quelle proportion de l'espace habitable de la planète représente les océans? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Franck Tétard. Et puis rendez-vous comme chaque semaine avec Célie Luton sur les rayons de sa librairie cette semaine. Des livres qui peuvent être utilisés pour parler de sujets complexes, difficiles, douloureux avec des enfants et des adolescents. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti. Grand Oral. Chantal Motto, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychopraticienne, psychanalyste. Je précise, car vous le faites, jungienne, formatrice de thérapeute et autrice de plusieurs ouvrages sur le développement personnel. Vous publiez « Lever les secrets de famille et se libérer des tabous » chez Duno, qui est un livre à la fois théorique, mais aussi très incarné, puisqu'il est scandé par de nombreux récits personnels que vous rapportez. Un secret de famille, vous l'écrivez quasi en introduction, c'est toujours une bombe à retardement? Oui, tout à fait. Alors déjà, les secrets de famille ont des bonnes raisons d'exister. Pourquoi les familles fabriquent-elles des secrets? Bien souvent, c'est pour éloigner une douleur qui n'est pas trop racontable, ou pour sauver la face, ou pour protéger, soi-disant, des personnes. On leur cache un petit peu la vérité. Sauf que même si on n'en parle pas, même si les événements sont déniés, les événements ont réellement eu lieu. Et ça reste. Et donc ça reste, ça plane dans la famille. Et un jour, eh bien, il y a quelque chose qui va se passer à retardement. Donc ça peut être des répétitions dans des choses un petit peu dramatiques qui se passent. Ça peut être des maladies qui naissent parce que des choses trop contenues à un moment ont besoin de sortir. Et puis ça peut être des secrets que les gens découvrent par inadvertance, en fouillant dans des papiers ou en allant dans un endroit, et boum, la réalité, la vérité éclate. Et là, ça peut être le cataclysme dans la famille. On va y revenir évidemment. Je viens revenir à ces motivations. Vous en avez cité un certain nombre. Vous écrivez quand même que le poids du qu'en dira-t-on s'avère colossal, ce sont vos mots. C'est-à-dire que la première raison, quand même, c'est ce que les autres vont penser. Oui, tout à fait. Avec le poids soit des religions, soit des valeurs, soit du rang social. On a beaucoup de secrets de famille dans les belles et grandes familles, parce que le qu'en dira-t-on est très important. L'image, la face sociale qui est affichée est très importante. Ou alors, ça peut être aussi pour des faits inavouables. Un tel a pris une petite déviance selon les mœurs. Et ça peut commencer vite dans certaines familles, la déviance. En fait, ce que vous avez expliqué, c'est que quelle que soit la motivation, il y a celle-ci, il n'y a pas uniquement celle-ci, mais ça répond avant tout à une nécessité de s'organiser pour survivre dans l'urgence. C'est-à-dire quelque chose de terrible ou de... Alors, je ne mets pas bien avec plein de guillemets, parce que ça, sans jugement, en fait, mais qui est vécu comme pas bien par les gens, arrive. Et il y a une question, c'est un réflexe psychique. Voilà. On se tait parce qu'on se dit ça va tout déséquilibrer. Voilà, tout à fait. On retrouve le même phénomène, le même mécanisme qu'on a dans les traumatismes. Quand une personne vit un traumatisme, il y a une question de survie psychique. Et il y a comme une coupure qui se fait et tout s'organise pour la survie. Et dans une famille, c'est pareil, ça concerne un collectif. Quand il y a quelque chose qui éclate, un événement malheureux, par exemple, on voit ça beaucoup avec les morts des enfants. Un enfant meurt, décède prématurément, c'est horrible, c'est affreux. Et donc on coupe tout, on n'en parle pas. On pratique le déni ou le refoulement, écrivez-vous, mais c'est pour vous laisser sur le même sujet, pour se protéger. Ça peut sembler même extrêmement efficace. Alors ça peut sembler. Je vous ai cité avec attention, ça peut sembler, ça ne l'est pas du tout, spoiler alert. Mais sur le moment, ça semble efficace. Sur le moment, c'est une condition. C'est pour ça qu'on le fait. Enfin, je veux dire, c'est pour ça qu'on le fait. Voilà. On préserve soit les autres membres de la famille, soit on se réserve soi-même. Enfin voilà, c'est fait pour se préserver.
Mais le problème, c'est que c'est efficace un temps. Jusqu'au moment où ça ressort. Jusqu'au moment où ça ressort ou jusqu'au moment Explicitement ou pas d'ailleurs. Voilà. Parce que ça peut ressortir parce que on découvre la chose, mais ça peut ressortir parce qu'on souffre de quelque chose, on ne comprend pas très bien quoi. Et là, on peut engager un travail éventuellement psychothérapeutique et découvrir cette chose-là. Ce qui est très intéressant, j'ai précisé en vous présentant que vous étiez psychanalyste jungienne, c'est que vous faites référence alors au concept habituel de l'inconscient, là on est chez Freud, mais aussi de l'inconscient collectif. Et ça, c'est Jung. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on porte des non-dits, voilà, un vécu commun? Oui, tout à fait. Alors vous faites bien de faire ce lien entre Freud et Jung, parce qu'effectivement, c'est la dimension du collectif que Jung a apporté à la théorie freudienne, en ajoutant des choses. En fait, si je prends un exemple, si je résume ce concept, on va dire que dans un inconscient personnel, on va porter en nous, en mémoire, des événements qu'on a vécus, mais dont on n'a pas forcément conscience. Par exemple, ce qui se passe dans les premiers jours de la vie, les premiers mois, on est tout petit bébé, on n'a rien conscientisé. On vit d'ailleurs dans la période que Lacan a appelée imaginaire, c'est-à-dire qu'on est comme dans une forme de vie illusoire. Voilà, donc ça, mais on transporte les choses. Si on a vécu des peurs, si on a vécu des violences, le corps et le psychisme emportent tout à fait la mémoire et les stigmates. Il y a des traces, vous le dites, au même titre que notre ADN transporte biologiquement des informations généalogiques, notre inconscient véhicule psychiquement des données transgénérationnelles. Voilà. Donc ça, c'est pas seulement, on va filer l'exemple. Là, vous me prenez un exemple, je me mets dedans, d'un trauma que j'aurais vécu, mettons quand j'avais une semaine, bon, forcément, je n'en ai pas de souvenir conscient, puis à un moment, ça peut ressortir. Mais là, ce que vous dites dans le bouquin, c'est que ce trauma peut avoir été vécu par mes parents, mes grands-parents, etc. Et ça a pu traverser les générations et irriguer ou influencer toute la famille. Tout à fait, tout à fait. Donc, l'enfant qui naît dans cette famille avec toute son histoire, qui est inscrite, un petit peu comme dans l'ADN psychique, l'enfant naît, il va récupérer ce bagage. Au même titre que on récupère des yeux bleus et voilà, je sais pas quoi, les caractéristiques physiques, etc., etc. Et donc, dans cet inconscient collectif, il y a des choses qui sont stockées, qui ne sont pas forcément verbalisées, qui ne sont pas forcément conscientisées, mais que l'on va transporter, que tout un chacun va transporter. Après, il y a un autre mécanisme qui vient se rajouter, c'est le mécanisme de la loyauté invisible. Et vous absolument, allez-y sur cette loyauté invisible qui conduit à reproduire des comportements qui nous semblent justes, mais qui à la fin ne sont pas bénéfiques. Voilà, tout à fait. C'est un petit peu comme un attachement particulier que l'on va avoir, puisque une famille est une communauté qui est quand même gérée par des liens forts, par des liens du sang, voilà, c'est très fort. Et donc, à travers ces liens forts, il y a de l'attachement dans tous les sens du terme. Et il peut y avoir, d'un point de vue systémique, si quelque chose s'est mis à dysfonctionner dans un système, si quelque chose s'est déréglé, il peut y avoir, par attachement, le besoin pour une personne de réguler, de faire justice, par solidarité, de vivre un petit peu la même chose. Et ça, c'est les loyautés invisibles. Voilà. Qui peuvent nous conduire aussi à souffrir énormément. Nous sommes rarement seuls à bord. Le navire est peuplé de fantômes ou bercé par de bien vieilles rengaines. Je vous cite aussi pour qu'on se rende compte que le livre, je l'ai dit, il y a une dimension théorique forte. Il y a beaucoup de témoignages. On va y venir juste après l'Anti-Sèche en détaillant le type de secret de famille dont vous traitez. Et il y a aussi une plume qui est très agréable à lire. J'en donne un deuxième exemple juste avant l'Anti-Sèche. En brisant les chaînes du silence, en nous affranchissant des tabous, nous défaisons les pactes insensés pour trouver une alliance avec nous-mêmes. Nous gagnons une émancipation porteuse de bien-être et source d'équilibre pour les générations futures. Alors comment on s'y prend? On va le voir avec Chantal Motto, autrice de Lever les secrets de famille et se libérer des tabous. Mais pour l'instant, l'Anti-Sèche, Franck Tétart. Quelle proportion de l'espace habitable de la planète représente les océans? C'est la question culture G du jour dans l'Anti-Sèche. Franck Tétart, bonjour. Bonjour. Et vous nous accompagnez depuis le début de la semaine. On vous en est très reconnaissant à l'occasion de la sortie de ce Grand Atlas 2025, une coédition Autrement France Info avec des cartes signées Cécile Marin. Vous êtes docteur en géopolitique et diplômé en relations internationales, enseignant au lycée international de Saint-Germain-en-Laye et à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Alors la proportion de l'espace habitable de la planète représentée par les océans. Chaque mot compte.
hein, notamment habitables. 90%. 90%, c'est quand même assez dingue. Et ça, on trouve ce chiffre dans le chapitre intitulé « Protéger la mer, une nécessité ». Oui, parce qu'aujourd'hui, les océans sont effectivement l'habitat de à peu près 250 000 espèces. Et donc, il est nécessaire de les protéger. On voit qu'aujourd'hui, le fléau de la surpêche, la pollution sont véritablement des facteurs aggravants de ce milieu océanique. Et puis, on oublie souvent qu'un des poumons de la Terre, c'est aussi l'océan. C'est-à-dire que l'absorption du carbone se fait aussi par les océans. Et donc, plus on les protège, plus ils pourront continuer de jouer un rôle nécessaire aux problèmes que nous rencontrons avec le réchauffement climatique. Et vous l'avez dit en parlant du nombre d'espèces, mais je le surligne quand même, quand on parle de sauver la biodiversité, on parle des océans. C'est quand même le principal réservoir au niveau mondial. Alors, à lire votre chapitre consacré à la puissance... non, pas dans... Ça, c'est autre chose, la puissance de la mer, on va pas dans 3 secondes. À protéger la mer, je vais vous montrer la double page pour vous montrer toujours qu'il y a de belles illustrations, et que c'est extrêmement vivant et agréable à lire. Il y a plein de textes de loi, c'est un chapitre très juridique, des traités dans tous les sens, notamment 1982, Montego Bay en Jamaïque, la Convention sur le droit de la mer. Il y a un régime juridique international de la mer, on a dit à un moment donné, c'est à tout le monde. Pas tout. Pas tout. En fait, autrefois, on disait la mer est à tout le monde. C'était le principe de libre circulation sur les océans. Et justement, à partir de 82 et l'entrée en vigueur de ce traité de Montego Bay en 94, les États commencent à dire, mais pas partout. Et donc, on délimite des zones d'exploitation, finalement, des ressources qu'on appelle les zones économiques exclusives et qui couvrent 200 000 nautiques, à peu près 370 km à partir des côtes, qui relèvent de la souveraineté économique des États. Et chose qu'on ignore, d'ailleurs, la France, on a plein parce que, certes, on a quelques côtes autour de l'Hexagone, mais on a surtout la Nouvelle-Calédonie, la Guyane, etc. Oui, la Polynésie française qui nous valent des... Ah oui, on a la deuxième zone économique exclusive au monde derrière les États-Unis. Donc c'est considérable, hein, c'est à peu près 11 millions de kilomètres carrés, donc c'est considérable et évidemment ça nous apporte non seulement des ressources qu'on pourra exploiter, mais aussi une biodiversité à protéger. Et donc aujourd'hui, un des enjeux, c'est cette protection à travers la mise en place de ce qu'on appelle des AMP. Alors, objectif de ces AMP, ces aires marines protégées? Alors, l'objectif, c'est une protection. Mais le problème, c'est que le niveau de protection, il varie selon les États et il varie selon la régulation qu'on met en place. Donc, on a vraiment des grandes disparités dans la protection. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'arriver d'ici 2030 à 30% de protection des océans au niveau mondial. Ces AMP n'ont pas attendu tous les discours assez récents, finalement, sur l'effondrement de la biodiversité. Vous dites que la première a vu le jour en Australie. Oui. 1960. Oui. Ouais. Oui, donc on s'est bien rendu compte du problème il y a assez longtemps. Oui, tout à fait. Et puis on a voulu effectivement protéger cette biodiversité depuis très longtemps parce qu'on était déjà conscient d'un certain nombre de problèmes liés donc à cette protection. Franck Tétart, on vous a accueilli toute la semaine pour parler du Grand Atlas 2025 que vous publiez, coédité par France Info et par Autrement. Mais là, quand on parle des océans, ça renvoie à la puissance et la mer. Un autre atlas, cette fois du dessous des cartes, que vous signez avec Émilie Aubry aux éditions Talendier. Un petit mot sur votre passion pour ce sujet? C'est une passion et c'est aussi un véritable enjeu géopolitique. On le voit aujourd'hui à travers les canaux, à travers les flux maritimes. 90% des flux maritimes aujourd'hui se font par mer. Et c'est y compris le lieu où on trouve tous les câbles. Les flux maritimes, des flux de commerciaux. De commerce, oui. Et puis, mais les flux maritimes par la mer, on s'en serait douté. Oui, et puis du coup, merci. Et puis également, évidemment, tout ce qui relève du numérique, puisque des câbles sous-marins nous permettent d'avoir accès à Internet partout dans le monde et de communiquer. Et c'est vrai qu'avec le durcissement, c'est peu de le dire, des relations internationales, on en parle beaucoup en ce moment parce que c'est devenu, y compris un enjeu militaire, de protection de ces câbles et de ces communications. Franck, merci mille fois de nous avoir accompagnés toute cette semaine, de nous avoir éclairés et d'avoir enrichi notre culture générale sur l'actualité internationale. Vous lisez le Grand Atlas 2025 qui vient de sortir chez Autrement et France Info pour en savoir plus. Et je rappelle que vous êtes docteur en géopolitique et que vous enseignez aussi bien au lycée international de Saint-Germain-en-Laye qu'à Paris 1, Panthéon, Sorbonne. On peut aussi suivre votre compte Instagram Géopolitique La Minute. Grand Oral, la suite. Chantal Motto, il y a plein de secrets de famille. Vous examinez toute une série de traumatismes sur lesquels portent fréquemment des secrets de famille. Vous avez déjà cité les enfants morts prématurément ou à la naissance. D'un tout petit mot, les conséquences du silence sur ce sujet, quelles peuvent-elles être? Alors, déjà, il y a un problème de place. C'est-à-dire que l'aîné n'est pas l'aîné. Ensuite, il y a un problème de comment être aimé, comment être reconnu.
On parle souvent d'enfants de remplacement, hein, et c'est pas anodin, parce que un enfant qui est mort prématurément, voilà, les parents vivent une souffrance énorme, peuvent vivre un regret pendant très 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 longtemps. Et l'enfant qui arrive derrière, quelle place il va avoir? Alors ça peut être. Mais il vaut mieux en parler. Voilà. C'est ça le secret quand même. C'est ça. Ouais. C'est ça. À partir du moment où les choses sont dites, où la vérité est mise sur la table, certes, c'est douloureux, c'est OK, mais c'est l'histoire. On continue à visiter ces secrets liés aux enfants illégitimes, ou à ceux qui n'ont pas été reconnus par le père. Type de conséquences? Eh bien, c'est un manque de reconnaissance du père, déjà, et on a besoin quand même de 2 figures parentales pour se construire, une figure maternelle et paternelle. Et puis, ça peut être un petit peu comme sur le 2 pieds, il nous manque une jambe. Au lieu d'avoir les 2 jambes, il nous manque une assise, il nous manque une jambe. Et même si la vie fait qu'on a un père adoptif, par exemple, qui est très bienveillant, voilà, il y a quand même quelque chose. Un petit quelque chose. Le suicide? Alors, le suicide... Qui est aussi très largement tué dans les familles. Ouh là là, oui. Et c'est très bizarre parce que le suicide, comme je dis dans le livre, a été dépénalisé en France depuis 2 siècles quand même. Donc, mais il est considéré par les familles... Vous évoquez les religions à un moment donné, c'est quand même déjà un petit peu différent. C'est répréhensible et puis c'est un gros abandon. C'est ça. La personne qui est morte, qui est partie comme ça, elle a abandonné, elle a lâché les siens. Et c'est pas très sympathique de s'avouer qu'on a été abandonné, qu'on a été lâché. Peut-être qu'on peut même avoir une culpabilité au niveau de l'entourage proche. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Toujours, c'est la question que tout le monde pose. Ouais. Et pour ceux qui restent, c'est est-ce que j'ai le droit de vivre, moi, alors qu'il y a quelqu'un qui s'est donné la mort, qui s'est interdit de vivre? Mais tout ça, ça donne plutôt envie de garder le secret quand vous nous le racontez. Oui. On se dit, il vaut mieux écraser le truc et on n'en parle plus. Oui. Sauf que ça va laisser des traces. C'est ce que font toutes les familles. Mais en fait, c'est affronter la réalité, conscientiser les choses. Il y a aussi ce que vous appelez les tabous secret défense, et notamment les traumatismes collectifs comme les guerres. Oui. Alors là, on a beaucoup de grands-pères qui sont revenus. D'ailleurs, on a l'expression, moi, que j'entends très, très, très souvent. « Oh, vous savez, mon grand-père, c'est un taiseux. » Oui, absolument. Ouais. En fait, le grand-père, il est revenu taiseux de la guerre parce que il a vu des choses horribles et puis parce qu'il a survécu comme il a pu survivre. Et puis, à un moment, on réintègre la vie normale, on laisse tout ça là-bas derrière et on va essayer de vivre une vie normale. Voilà, sauf que... Allez-y, vous avez terminé, pardon, je vous ai coupé. Sauf qu'il y a des images qui sont bien imprégnées et voilà, et des choses qui sont terribles. Les blessures que l'on n'apaise pas continuent à s'ulcérer de génération en génération. J'ai gardé la métaphore de la blessure que vous utilisez puisque vous parliez des guerres. Alors, dans les façons d'essayer, entre guillemets, de s'en sortir, de mettre des mots MOTS sur les mots MOUX, l'expression que je vous emprunte, vous pratiquez-vous une méthode qui est celle des constellations familiales, méthode développée par Bert Hellinger, qui était allemand. Il le fait juste après, dans les années 70 d'ailleurs. C'est ça. Et c'est pas sans lien avec la guerre. C'est pas en lien avec la guerre, c'est même très en lien avec la guerre, puisque dans sa patientèle des années 70-80, il constate qu'il y a des gens qui portent des poids, qui portent des traumatismes, qui portent vraiment des grosses blessures, mais qui n'ont pas vécu eux-mêmes les événements. Si on fait des soustractions, en gros, c'est les enfants ou les petits-enfants, mais beaucoup les enfants quand même, de gens qui ont notamment servi en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ça, tout à fait. Ils n'ont pas servi n'importe qui, n'importe comment. Exactement. Voilà. Avec ce double aspect que les familles des victimes ont bien sûr été traumatisées et les familles des persécuteurs ont également des maux à guérir et que parfois ces mots justement n'ont pas été mis en mots, enfin très souvent n'ont pas été mis en mots parce que comment expliquer qu'on a contribué à envoyer des gens en camp de concentration, comment expliquer qu'on a gardé des camps de concentration, etc., etc. Et donc comme tout ça n'a pas été mis en mots, comme tout ça a bien été étouffé, et l'Allemagne a mis des années à percer la chape de plomb, eh bien il fallait trouver une méthode qui permettait de mettre au jour qu'est-ce qui a bien pu se passer et donner des pistes d'exploration aux gens pour essayer de comprendre d'où vient ce poids, d'où vient ce fardeau. Et là, il invente une pratique dont vous précisez qu'elle est délicate, une délicate pratique thérapeutique, celle des constellations familiales.
Comment ça marche? Alors, c'est une sorte de jeu de rôle, hein, je traduis mal. Oui, c'est un peu ça quand même. C'est un peu ça. Vous réunissez des gens. Voilà. Je vous laisse expliquer, vous allez le faire mieux que moi. Non, vous le faites très bien. Non, mais attendez, c'est parce que j'ai lu votre livre, mais bon. Vous réunissez des gens qui ne se connaissent pas. On réunit des gens qui ne se connaissent pas. Une personne arrive, apporte son problème, et on va choisir des éléments du système familial pour les représenter. Donc, ce que vous appelez des éléments du système familial, les gens, quoi. Des gens, ça peut être le père, la sœur, mère, la sœur, etc. Le grand-père, etc. Ou ça peut être, par exemple, une maladie. On va représenter la maladie. Et ensuite, on va demander aux représentants donc de jouer ce rôle. Enfin, il n'y a rien à jouer d'ailleurs, juste de représenter le père, la mère. Donc si on y va, si je suis une constellation familiale, je sais pas quoi, je peux devenir le grand-père de la personne dont on travaille la constellation. Voilà, exactement. Et là, je sais rien, moi. Vous ne savez rien. La personne va vous positionner dans l'espace. C'est ça. Et elle va positionner les autres membres de la famille. Ouais. C'est un petit peu comme si on faisait un dessin vivant. C'est ça. Alors, je donne un exemple, Zou, j'ai prévu ma page. Donc ça, c'était le cas de Maryse. J'imagine que c'est des pseudonymes que vous avez retenus. Oui, bon. oui. Mais enfin, elle est Maryse dans le bouquin. Donc, vous voyez, voilà, ça fait ça au départ. Vous ne pouvez pas voir, mais je vous le dis, il y a quelqu'un va jouer le rôle de la mère, du grand-père, de la grand-mère, d'un jumeau, etc. Et une fois le travail effectué, hop, ça fait ça. Voilà. Donc pareil, vous êtes un peu loin, mais vous voyez que c'est plus le même dessin, c'est plus... Oh, quelle réalisation, mais c'est formidable, merci beaucoup. Vous voyez que c'est plus du tout le même dessin, puisqu'on est passé de quelque chose d'assez rapproché, d'un peu racorni, à quelque chose où des distances se prennent. Voilà, tout à fait. Alors, le positionnement est très important, d'autant plus qu'on parle de famille, donc de positionnement dans la famille. Il y a beaucoup de choses qui changent en termes de rang, en termes de positionnement psychique. Et alors, qu'est-ce que je comprends dans une constellation familiale ? Alors, quand Jean ressort. Voilà, par exemple, si je reprends votre exemple, vous voyez un grand alignement, en fait, dans le premier dessin. En fait, c'était une façon de transcrire qu'il y a quelque chose qui se répétait dans la lignée des femmes. D'accord. Elles étaient toutes alignées, la grand-mère, la mère, l'enfant, tout le monde est aligné et en alignement, le problème. Qui donc, était, on peut... dans le cas de Maryse? Je ne me rappelle plus. Eh bien, écoutez, je vais vous le dire. J'aurais dû le noter. Donc, en tout cas, c'était le problème, qui était aligné de femme en femme. Et ensuite, avec le travail... Et donc, ça permet d'avoir une lecture et de se dire, ben voilà, on comprend l'origine. L'origine concerne la lignée. Cette souffrance concerne la lignée, elle s'est répercutée. Et voilà, donc déjà, il y a une prise de conscience. Voilà, et Maryse qui n'arrivait pas à rester sereine dans sa relation à sa mère, elle ne comprenait pas pourquoi, elle l'avait toujours protégée, aidée, secourue, jouant presque le rôle d'une maman pour elle. C'est un peu ça le point de départ, quoi. Elle se dit, ça va pas, il faut dénouer ce truc-là. Et elle se rend compte... Et ensuite, dans la réorganisation, eh bien, on voit qu'on a ce qu'on appelle la désintrication. Donc ça, c'est un terme que Bert Hellinger a aussi mis au point. C'est comme dans la physique quantique. C'est ça. Des trucs intriqués. Exactement. Et on les désintrique. Exactement. D'ailleurs, la physique quantique permet d'expliquer ces intrications familiales. Comment se fait-il que quelqu'un, petit-fils ou petite-fille, puisse transporter les problématiques de la grand-mère ou du grand-père. C'est ça. Parce que, en fait... Je crois qu'il y a l'épigénétique qui travaille là-dessus aussi, n'est-ce pas, qui dit comment on laisse des traces de génération en génération. Voilà, tout à fait. Et donc, voilà, donc en fait, ce sont des éléments qui ont été mis ensemble et les scénarios de vie, psychiquement, peuvent être intriqués. Et donc, la désintrication qu'on voit sur le schéma, c'est de voir qu'il y a le passé, avec leur histoire, et on la reconnaît, là, cette histoire. Était l'histoire d'un bébé mort avant de naître. C'est une histoire d'une fausse couche. Donc, il y a l'histoire du passé, ça concerne les gens du passé, on respecte, on honore, mais on se donne le droit, en tant qu'enfant ou petit-enfant, de s'en libérer, de vivre un autre destin. Chantal, j'ai une dernière question. Alors, il y a un point, j'y reviens pas, on a fait plusieurs émissions là-dessus, c'est quand même le secret des secrets, c'est l'inceste. Vous terminez d'ailleurs sur ce chapitre-là. Un mot quand même, en vous lisant, alors vous allez me dire que c'est vrai pour n'importe quelle thérapie, mais alors pour les constellations familiales, en plus, il y a des gens autour, il faut pas mal de courage pour explorer ces drames familiaux, non? Oui, alors il faut vos patientes et vos patients, c'est ça. Oui. Et d'ailleurs, pour l'inceste en général, il faut beaucoup de ça pour l'inceste, oui, mais je parlais en général, même en général, d'aller dénouer, d'aller creuser. C'est pour ça que, vous savez, moi, j'ai pas une clientèle ou une patientèle très jeune. C'est ce que vous dites. Souvent, les gens attendent d'avoir 40-50 ans, voire plus. Encore 40-50, c'est bien. Je suis gentil. C'est les juniors. Allez, si vous y allez avant 40 ans, vous aurez un tarif réduit. Carte jeune. Chantal Motto, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans l'émission. Vous restez si vous voulez bien, parce qu'on va pousser les portes d'une librairie. On va aussi parler de livres qui aident à dénouer des situations. Ça vous donnera peut-être envie de réagir. Ce sont les livres sélectionnés par
par Célie, à qui je donne la parole dans quelques secondes. Le temps de rappeler le titre de cet ouvrage paru chez Duno, Lever les secrets de famille et se libérer des tabous. Sous-titre, Décrypter son histoire avec les constellations familiales. Et c'est signé Chantal Motto. On est vendredi, c'est le jour de Célie et de la librairie. Célie Luton, bonjour. Bonjour Emmanuel. On pousse les portes de la librairie. Chantal, Célie, Chantal. Et on va, alors je ne sais pas si on va lever des secrets de famille, mais il y a quand même un petit lien aujourd'hui dans votre sélection, aborder des ouvrages qui permettent d'ouvrir éventuellement des conversations avec les enfants ou les adolescents sur des sujets complexes, difficiles ou douloureux. Et on commence par un classique des classiques et par un auteur parmi les auteurs qui est Claude Ponty. Et L'Arbre sans fin, c'est de la collection. Alors comme c'est le petit format, c'est les lutins de l'école des loisirs, mais ça existe aussi, j'imagine, en grand. Il est sorti en 1992 pour la première fois. Et là, nous allons suivre Hippolène qui vit dans un arbre, l'arbre sans fin. Elle est ravie, elle chasse avec papa les glousses. Mais un jour, une branche meurt, c'est grand-mère qui est partie. Hippolène est tellement triste qu'elle se transforme en larme. Et c'est le début d'un voyage qui va durer 7 saisons jusqu'à ce qu'elle soit prête à retrouver sa famille. Et c'est bouleversant. Elle a la trouille quand même, à un moment, je montre. Ah mais oui. Parce qu'elle a peur de se faire manger. Fantaisie. Mais on a peur. On ne sait pas comment accepter quelque chose qui nous fait mal, quelque chose qui nous fait peur. On a envie de faire ce demi-tour, on a envie que ça n'existe pas. Donc, il y a toutes ces petites étapes. Le livre, il n'est pas magique. Ça, c'est vrai que c'est comme quand on me demande un livre pour faire dormir un enfant. Je dis non, ça n'existe pas. Voilà. Mais ça peut être un bon média. Et là, avec Ponty, c'est toujours beaucoup de sujets. Tout est facile à aborder. Dès 5-6 ans, et on peut le relire indéfiniment parce que c'est à la fois des illustrations et toute la langue de Claude Ponty qui fait qu'on découvre des choses. Mais oui, mais vous en connaissez plein d'ailleurs des albums de Ponty où on utilise, les mots et la poésie, les jeux de mots, les sonorités pour parler ici du deuil, mais aussi des maltraitances sur les enfants, l'inceste, enfin, tout est abordé. Les sorcières de Brooklyn, c'est votre deuxième proposition, une bande dessinée signée Sophie Escabas, publiée chez Bayard Jeunesse dans la collection Bande d'ados. Exactement, un peu plus léger quand même, attention. Même si au départ, Effie est orpheline, elle a perdu et ses parents et la maison dans laquelle elle a grandi. La voilà qui va vivre chez ses tantes qui sont un peu bizarres, très étranges, très loufoques. On voit, hop. Donc là, ça c'est le moment désagréable du bouquin, c'est l'arrivée. C'est ça. Elle est quand même très triste et la tante n'a pas l'air super. On ne sait pas en fait. On ne sait pas, donc on n'a qu'une envie, c'est de lire, de tourner les pages. Elles sont rigolotes ces tantes, on va faire connaissance. Elles sont, comme le titre le suggère, des sorcières. Elles n'ont pas le nez crochu, elles n'ont pas de chapeau pointu, mais l'enfant va doucement glisser vers un univers où on va découvrir de la solidarité, une histoire de famille, de l'amitié, et surtout, on a hâte de lire les tomes 2 et 3. Et vous, ça vous fait penser un peu à Roald Dahl ? Oui. Oui, quand on a lu Sacrée sorcière, forcément, il y a une intertextualité qui est très forte. Et on ne se laisse pas avoir par titre de la collection, Bande d'ados, mais on peut y aller dès 9-10 ans. Oui. Tranquillement. Oui. Troisième proposition, c'est un roman, c'est Marche à l'étoile d'Hélène Montardre. On est chez Rajo, c'est sorti en 2020. Alors ça, c'est merveilleux. Avant tout, Hélène Montardre, elle a fait le chemin parcouru par son héros dans la vraie vie. Elle a été jusqu'aux États-Unis. Donc c'est un roman qui se fait à 2 époques. Aujourd'hui, avec Jasper, un adolescent qui est sur les traces de son ancêtre, il a trouvé dans le grenier un carnet qui, lui, il va parcourir la France. C'est pour vous, hein ? Et quand même un lien, voilà. Et nous sommes aussi 150 ans plus tôt avec Billy, un esclave qui a envie de savoir qu'est-ce que c'est la vie d'homme libre. Il fuit la plantation dans laquelle il a grandi. Il est poursuivi par un chasseur d'esclaves qui le poursuivra jusqu'au bout. Billy va tout faire. Il est suivi son étoile, l'étoile polaire. Il veut atteindre la frontière canadienne, là où l'esclavage a déjà été aboli. Et on nous présente en réalité un fait qui est peu connu en France. C'est, attention j'y vais, l'Underground Railroad. Underground Railroad, formidable, quel accent. Merveilleux, mais oui, j'ai travaillé. C'était un réseau. Un réseau en fait d'itinéraires, de maisons, de transports pour aider les esclaves à fuir, à s'enfuir. Les esclaves du Sud. Et vous avez
Et vous avez raison, Céline, de préciser qu'Hélène Montardre sait de quoi elle parle aussi. Elle avait d'ailleurs eu le prix du roman historique jeunesse à Blois, au Rendez-vous de l'Histoire, en 2019, mais aussi le prix Saint-Exupéry en 2018. Donc à la fois, c'est un très beau roman, on apprend plein de choses. Et là aussi, on se dit que voilà, les secrets de famille, il faut les remonter. Ça vous plaît, ce genre de bouquin? Ah oui. C'est les constellations familiales, c'est génial, mais les livres aussi, c'est pas mal pour ouvrir la conversation. Oui, tout à fait. Vous recommandez? J'aime beaucoup l'analogie entre l'arbre et l'arbre généalogique. Et oui, forcément. Pour parler pour de la psychogénéalogie, de la grand-mère. Dans les secrets de famille, on a souvent des croyants protéger les enfants, on tait les décès, mais en fait, on prive les gamins de faire leur deuil, et c'est vraiment dommage. Allez, c'est fini, pas de deuil en cette fin d'émission. Les sorcières de Brooklyn, Marche à l'étoile, L'arbre sans fin et évidemment Lever les secrets de famille de Chantal Modo. Merci beaucoup Célie, Chantal, merci beaucoup également. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Dylan Colère à la préparation de l'émission, qui sont en régie aujourd'hui avec au son Héloïse Mérel et à la réalisation Romain Hugues. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.